Ma responsabilité est grande ici maintenant. Je voudrais aussi vous dire en quoi les instruments proposés par le Père Fort ont permis véritablement à chacun de se construire et de se construire sur le temps, de se construire pour un avenir, de se construire en passant des étapes qui lui permettent véritablement de devenir un homme. Je voudrais parler ici des instruments très particuliers qui sont ceux de la personnalisation proposée par le Père Fort, mais dans l'esprit de Montessori forcément, puisque c'était un développement de ce que Montessori a proposé. Et je voudrais parler aussi des outils de socialisation que nous appelons des outils de communication ou des outils de vie ensemble, je ne sais pas les appeler autrement. Voilà. Alors, avant d'aborder ce détail sur les outils du Père Fort, je voudrais mettre dans la tête de chacun que le Père Fort ne partageait le temps scolaire en 3 périodes. Toute la journée n'était pas du travail personnalisé. Le Père Fort partageait le temps en 3 périodes, c'est-à-dire que un tiers du temps était du travail personnel de chacun, un tiers du temps était un travail d'équipe, de groupe, de communication entre plusieurs, et un tiers de temps devenait un travail collectif. Il estimait que le temps partagé en 3 était équilibrant et avantageux pour les enfants. Alors, le temps du travail personnel, forcément, est un temps où l'espace et le temps sont tout à fait organisés, mais Patricia vient de nous le dire. Le temps du travail personnel, c'est le temps où l'enfant est seul avec son engagement de travail. Il est seul avec ses outils, il est seul avec ses démarches. Et il progresse parce qu'il est en possession d'outils qui lui conviennent et il est en capacité d'avancer, de progresser à son rythme selon ses aptitudes. Alors, véritablement, ce temps est un temps où les outils didactiques sont disponibles, rangés à leur place, en ordre progressif et adaptés aux enfants. Pour le Père Fort, il est tout à fait important que ces outils soient là comme des instruments que les enfants utilisent, manipulent, prennent, reprennent. Ces instruments qui permettent de découvrir une notion, c'est important, de s'approprier cette notion par une répétition adaptée à chacun des enfants, de partager ensuite sa découverte ou ses découvertes, de mémoriser à force d'observation et de répétition ce qui doit être retenu, de vérifier par lui-même ses connaissances, puisque le matériel est en principe autocorrectif, donc l'enfant repère l'erreur. Donc, s'il repère l'erreur, il peut la corriger seul. Ces notions acquises se fixent dans son esprit et lui donnent les moyens, par la compréhension qu'il a, de communiquer ensuite les apprentissages qu'il a faits à travers toute cette manipulation. C'est ainsi qu'il progresse à son rythme, un peu seul, c'est vrai, mais c'est lui seul qui peut faire ce parcours personnel. Personne ne peut faire le travail à sa place et personne ne travaillera à sa place. Ça, c'est entendu. Et c'est là qu'on se rend compte que les chemins de chacun sont très particuliers, chacun étant unique. Le chemin qu'il prend est forcément celui qui correspond à ses capacités et à ses aptitudes.
Voilà, et ça, nous devons le respecter. Alors, il développe ainsi ses aptitudes personnelles. Et à travers ce développement de ses aptitudes personnelles, il prend conscience, lui, de ce qu'il est, de ce qu'il peut, de ce qu'il ne sait pas. Et donc, il apprend qu'il a des capacités et que ces capacités peuvent se développer. Il acquiert ainsi, à travers ses multiples manipulations, recherches, découvertes, il apprend un mode de travail. Et ce mode de travail va le rendre autonome. C'est ainsi qu'il construit sa personnalité à travers des activités que progressivement il va maîtriser. Mais le père Faure le disait tout le temps, l'enfant ne se personnalise pas tout seul. L'élève devra confronter ses acquis avec les autres. Il devra partager ses connaissances. Il devra aider celui qui a besoin d'être aidé. Il devra rendre compte de son travail. Il devra mettre ses compétences au service des autres, au service de l'ensemble. Et autant que faire se peut, il aura des responsabilités à assurer dans la classe. Et plus il grandira, plus il devra rendre compte de tout ce qui constitue sa progression, enfin son activité personnelle. Et donc pour cela, forcément, l'organisation de la classe est nécessaire. Vous avez compris, l'espace est aménagé et le temps est organisé. Le temps est organisé et les outils dont dispose l'élève pendant cette période-là sont tout à fait importants. Je crois que le sens de l'ordre, l'enfant l'a. Et il faut le développer, il faut l'aider à mettre de l'ordre dans sa tête. C'est la raison des outils que nous proposons, qui sont des outils véritablement de repérage. L'enfant a besoin de savoir où il va, d'où il vient et comment est son parcours. Et nous parlons véritablement de programmation de travail, de plan de travail, de contrat de travail, c'est-à-dire que l'élève sait ce qu'il a à faire dans son année, dans une discipline, dans un temps précis. Il sait, il a la nomenclature, si vous voulez, des choses qu'il a à faire, et il a aussi des références qui lui permettront d'utiliser les outils et les instruments qui sont à sa disposition. Donc nous avons à leur proposer ce travail-là, c'est-à-dire la liste des activités à faire dans une année, et peut-être plus, enfin dans une discipline, et nous avons à l'aider à organiser son temps de telle sorte qu'il puisse aller d'une activité à l'autre, mais pas dans le désordre, parce que ces programmations d'années sont aussi des progressions d'activités. Ce sont des progressions d'activités. Et ceci est tout à fait important. On part d'un point pour arriver à un autre et on construit ainsi son savoir à travers ce déroulement d'activités. Donc, on vous donnera quelques exemples tout à l'heure de ces programmations d'années qui, pour le père Faure, étaient fondamentales, surtout pour des élèves qui grandissent. Forcément, les petits n'ont pas la même disposition d'esprit à l'égard de ceci, mais pour des élèves d'école primaire et pour des élèves de collège, c'est indispensable. C'est fondamental. On ne peut pas avancer si on n'a pas une progression bien établie de ce que l'on a à faire sur l'année, sur le trimestre et sur la semaine, disons. Ceci, c'est la base de l'organisation de son temps et de son travail. Je me fais bien comprendre, là? Bon. Alors, donc, nous avons les programmations, les plans d'année et les plans de travail. Voilà. Comme l'enfant, comme l'élève est laissé à lui-même, il a besoin, quand il aborde une notion,
d'avoir un point de départ qui soit la mise en route du travail. Ou bien il a une présentation individuelle, ou bien une petite présentation collective du travail, ou bien il a ce qu'on appelle une fiche guide du travail. Ce n'est pas une fiche d'exercice, c'est une fiche guide de travail où on lui dit, premièrement, fais ceci, deuxièmement, fais cela, troisièmement, fais ceci, quatrièmement, fais cela. Donc il sait se débrouiller toute seule puisqu'il sait lire à cet âge-là, 8 ans, 9 ans, 10 ans. On n'a pas besoin du maître pour avoir une indication. Donc on a une fiche guide de travail qui donne le déroulement de l'activité à suivre lorsqu'on a un outil entre les mains et lorsqu'on doit aboutir à quelque chose. Donc ça, c'est tout à fait important. Donc ces fichiers, je vous dirais, ces guides de travail ne sont que des progressions d'exercice. Ce ne sont pas des exercices à trous, hein, avec des autocorrectifs à côté, ça n'a rien à voir. Hein. Il faut faire la distinction, hein. On n'est pas fichoman. Hein. Voilà. Alors, ce qui est important aussi, ce qui est important à mettre à la disposition des enfants, ce sont les outils qui permettent aux élèves de se repérer. On se repère dans le travail, dans une discipline, okay, ça c'est bon. Mais on peut se repérer aussi dans l'espace et dans le temps. L'élève a besoin de trouver dans sa classe, dans son lieu, dans sa bibliothèque de travail, dans son atelier de travail, des repères assez fondamentaux. Il doit trouver des outils que sont par exemple les planisphères, les globes, les dictionnaires, les tableaux de classification. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'un élève qui grandit, qui apprend, qui maîtrise une notion, a besoin de pouvoir, après avoir découvert, doit pouvoir comparer ses connaissances et classer. Et en classant matériellement ses connaissances, il les classe aussi dans sa tête. Et ça, c'est tout à fait important. Donc, je donnerais beaucoup d'importance à ce qu'on appelle les tableaux de classification où l'enfant met de l'ordre dans ses connaissances. Il met de l'ordre dans ses connaissances et il a un gros travail de tri à faire. Les évaluations individuelles. L'enfant qui manipule, l'élève qui comprend, l'élève qui a besoin de vérifier sa connaissance, il est face à un résultat de travail. C'est bon, c'est faux ou c'est juste. Pas le choix. Donc si c'est bon, si c'est juste, il avance. S'il y a une erreur, il doit être en capacité de corriger l'erreur lui-même. Et en corrigeant l'erreur lui-même, il remet en son esprit la solidité de son apprentissage, si vous voulez. Il vérifie qu'il a raison ou qu'il a tort, mais il corrige son erreur lui-même. Et ça, la correction de l'erreur est une discipline à laquelle on ne tient pas assez, parce que l'erreur, c'est l'enfant, c'est l'élève qui l'a fait, c'est pas le maître. Donc c'est pas au maître à corriger l'erreur, c'est à l'enfant à corriger son erreur. Ça, le père Faure, il tenait absolument. En demandant à l'enfant de corriger son erreur, vous rectifiez et vous lui permettez d'approfondir et d'avancer en sécurité. C'était très caractéristique de la démarche du père Faure, ça. Le progrès par l'erreur. Bon, maintenant, il faut classer aussi, il faut parler de la grande diversité des outils actuels, que sont les tablettes, les tableaux numériques, les ordinateurs. Là, il faut choisir et discerner. C'est loin d'être facile de savoir ce qui convient à l'âge donné des enfants et selon ses capacités et sa discipline. Bon, on ne peut pas négliger cette affaire, mais il faut réfléchir et donner du sens à ça. Alors, je vais le faire vite, c'est ça. Je vais faire il s'approche. Je voudrais maintenant vous parler de ce qui était important pour le père Faure, pour que la classe existe,
pour que la communauté classe existe, pour que le vivre ensemble soit possible, il y a des impératifs. Les mises en commun, c'est quelque chose de tout à fait important. Les mises en commun sont courtes, mais elles sont quotidiennes. Pendant ce temps, les enfants, tous ensemble, récapitulent un peu, et ils ne vont pas vous dire, comme on le disait ce matin, j'ai fait des mathématiques, j'ai fait de l'orthographe. Non, c'est pas ça. J'ai appris ceci, j'ai compris cela, j'ai une difficulté sur ceci, j'ai besoin d'un renseignement qui peut m'aider. Et ce sont les enfants eux-mêmes qui, pendant ces mises en commun, s'auto-animent, si vous voulez, parce qu'ils progressent les uns avec les autres en avançant ensemble sur une idée précise. Et cette mise en commun crée l'ambiance de la classe. On traite du travail, forcément, mais aussi on peut traiter de la discipline et régler les problèmes qui sont les petites choses quotidiennes de la vie de la classe. Mais la mise en commun est fondamentale. Ces mises en commun sont vraiment des lieux d'échange, des lieux de partage, des lieux d'approfondissement, des lieux d'entraide, de réflexion, de décision. Et les rapports sont justes et s'établissent entre tous. Donc il faut vérifier à ce que les rapports entre tous les enfants soient toujours très justes et que l'adulte qui est là ait la grande maîtrise de tout ce qui se dit et se fait dans sa classe. Je ne parle pas des leçons de silence, de la marche sur la ligne, de ce que nous appelions la psychomotricité, c'est-à-dire la maîtrise gestuelle, la maîtrise du corps. C'est tous les jours qu'il faut intervenir pour que les enfants aient une maîtrise d'eux-mêmes telle que tout soit possible à chaque moment de la journée. Et vous avez dans des classes des choses tout à fait importantes où les enfants, le groupe classe est géré par une discipline, je dirais, douce, mais ferme. C'est le temps de ceci, c'est le temps de cela. On peut faire ceci, on ne peut plus faire ça. Donc ça, c'est tout à fait important. Le père Fort aussi donnait beaucoup d'importance à ces leçons de silence dont on a parlé et qui sont fondamentales pour l'intériorisation des notions et l'intériorisation de ce que l'on est et de ce que l'on peut devenir. Et il ajoutait à ceci, je pense dans l'esprit de Lubienska, il ajoutait à ceci des célébrations diverses, écouter les beaux textes ensemble pour le ravissement de ça, chanter ensemble, c'est important. Écouter même une histoire, écouter la parole de Dieu, c'est important, et y associer la prière. C'était la fin de la leçon de silence, la leçon d'immobilité était un retour sur soi-même, un retour sur sa vie personnelle, un retour sur ses relations avec les autres et sur ses relations au Seigneur. Ne ratez pas l'occasion d'introduire ainsi la réflexion chrétienne et la louange, l'action de grâce, la prière pour les autres. Ça fait partie de la journée, si vous voulez. Alors, pour faire vite, là maintenant, je ne fais que des énumérations, mais ça a de l'importance. Pour conscientiser les enfants et le groupe classe, les petits conseils à l'intérieur de la classe sont toujours intéressants, très organisés, un petit peu peut-être à la manière de Freinet, mais un conseil de classe, un président, un secrétaire, des prises de responsabilité, des échanges sur ces responsabilités, des décisions qui sont à prendre, des transformations de la classe. Tout ceci constitue l'ambiance de classe, si vous voulez, l'ambiance de classe. Ça développe l'esprit commun. C'est important. Bon, on peut aussi élaborer ces conseils d'école quand il y a vraiment un esprit d'école à créer. Oui. Je finis.
Vous voyez que l'important, c'est d'établir des bonnes relations entre tous pour que les choses soient dites clairement, simplement, dans la bonne humeur, dans la confiance et non pas dans la violence, dans l'autoritarisme, dans la force et dans l'ébranlement quand on a peur. Hein. Il n'est pas question qu'on ait peur, il est important qu'on se fasse confiance les uns les autres, qu'on puisse se dire les choses, qu'on puisse s'écouter, partager, faire silence ensemble, décider ensemble et avoir une espèce d'esprit de classe, d'esprit commun, d'esprit communautaire, disons. Voilà. Et c'est ainsi que dans un groupe bien constitué, chaleureux, actif, mais respectueux, que l'enfant trouvera sa place et donc pourra s'épanouir. Et là, dans cette ambiance-là, l'élève est reconnu pour ce qu'il est, par tous, avec ses difficultés, ses chances, ses handicaps, mais il est reconnu pour ce qu'il est. Et ça, c'est sa force. Et c'est ainsi qu'il sera valorisé, parce qu'il est reconnu. Et s'il est valorisé, il pourra grandir et se développer. Je m'excuse d'avoir passé vite sur certains points, mais j'ai oublié de terminer. Et de passer la parole maintenant à Lise et Mélissa, qui vont rapidement aussi vous dire dans quel esprit elles travaillent et elles font cette expérience. Merci.